For this afternoon's workshop, I'd like to introduce Karina Bori Anandan. Karina is an education professor at the Université du Québec à Trois-Rivières. She has a master's degree in speech therapy and a PhD in education from the Université du Québec à Montréal. Her doctoral research looked at the assessment practices of speech therapists in schools, working with the cultural minority students. She is interested in how ethnocultural, linguistic, and religious diversity are dealt with in training of education professionals, as well as school inclusion and exclusion issues. In recent years, she has examined the issues surrounding needs-based assessment of Indigenous students and has collaborated with the FNEC on offering continuing education for professionals working in Indigenous communities. Please welcome Karina. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Non? Oui, ça marche. Oui, je pense que oui. OK. Il faut mettre ça plus près. Alors, merci pour cette présentation. D'abord, je voulais dire merci aux organisateurs de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être ici. J'entendais tout à l'heure par les organisateurs qu'il y avait plus de 20 communautés qui étaient là, qui participaient à cet événement de 8 nations différentes. Donc, c'est vraiment incroyable d'être ici. Et j'ai préparé une présentation pour qu'on réfléchisse ensemble sur les enjeux de collaboration école, famille, communauté. C'est, comme l'a dit le présentateur, un champ de recherche sur lequel je travaille depuis un certain temps. Et donc, des réflexions et puis aussi certains éléments qui viennent de travaux de recherche, des miens, mais aussi d'autres collègues chercheurs. Donc, je vais spécifier tout ça dans la présentation. Alors, j'entendais tout à l'heure que tout le monde participait, que les gens prenaient la parole. C'est parfait parce que j'ai vraiment pensé cet atelier comme un atelier d'échange. Donc, sentez-vous à l'aise, confortable de prendre la parole. J'ai des moments que j'ai prévus pour ça, mais s'il y a des questions aussi tout au long de la présentation, vous avez juste à faire signe et les gens vont vous passer le micro. Donc, ça va, on y va? Vous êtes prêts? Alors, voici mon plan de la présentation. D'abord, je vais commencer sur certains repères sur la collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire collaborer, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et je vais ensuite parler des pistes de réflexion, parce que la collaboration a certaines exigences, notamment d'avoir un but commun, de travailler ensemble pour un but commun. Donc, on va réfléchir, c'est quoi le but commun de la collaboration école, famille, communauté? Et aussi, d'autres obstacles qui peuvent aussi entraver cette collaboration-là, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur nous-mêmes et le regard qu'on porte sur l'autre. Donc, si on collabore avec les parents en tant qu'acteurs scolaires, le regard qu'on porte sur l'autre, le regard qu'on porte sur la communauté et la communauté aussi, le regard qu'elle porte sur l'école et vice-versa. Donc, on va regarder ça ensemble. Et on va par la suite parler des pistes d'action. Alors là, je vous donne déjà les pistes d'action, la conclusion de mon atelier. La première piste d'action, c'est de diversifier les modèles de collaboration. On va en parler. Et la deuxième piste d'action, c'est de vraiment engager la communauté dans cette collaboration-là. Donc, on va en arriver là à la fin. Et je vais terminer avec certains appels qui ont été faits, notamment avec la commission Vérité-Réconciliation, de l'importance de la communauté dans tout ce processus-là. Donc, c'est le menu du jour. Alors, d'abord, je commence avec des choses que vous savez peut-être déjà. Quand on parle de collaboration école, famille, communauté, on dit que c'est gagnant. On dit que c'est une condition gagnante pour assurer la réussite et la persévérance des élèves. Et là, ici, c'est un document du ministère de l'Éducation du Québec. On voit qu'il y a des avantages pour l'élève. Plus grande persévérance scolaire, donc il reste à l'école, moins d'absentéisme, moins de décrochage, plus de temps consacré aux devoirs quand il y a vraiment une collaboration, meilleurs résultats et assiduité, comportement plus adéquat, perception plus positive de la classe et du climat scolaire, donc des élèves qui aiment aller à l'école, et plus grandes aspirations scolaires et professionnelles, donc qui savent
pourquoi aussi ils vont à l'école. Du côté des parents, la collaboration, elle amène une meilleure connaissance du fonctionnement de l'école et de ses attentes. Qu'est-ce que l'école s'attend de moi? Une meilleure compréhension de son rôle et une plus grande participation à la vie scolaire. Une meilleure connaissance du développement de son enfant aussi et de ses besoins. Des interventions plus efficaces auprès de l'enfant quand l'enfant a besoin d'aide pour que ça soit en concertation avec ce qui est fait à l'école. Et une plus grande confiance envers les enseignants. On va revenir là-dessus. Et pour le personnel, donc une attitude plus positive envers les parents, une attitude plus positive envers l'école et envers ses propres pratiques comme personnel scolaire, le sentiment d'être soutenu par les parents eux-mêmes dans son travail et une plus grande adhésion des parents aux règles de conduite de l'école. Donc, on voit ici là qu'on sait déjà que la collaboration a beaucoup d'avantages. Maintenant, ce qui manque ici, puis on peut faire une critique au ministère de l'Éducation du Québec, ben ce qui manque ici, c'est la communauté, elle, en retire quoi? Ça, les documents ministériels nous parlent pas de c'est quoi les avantages de la collaboration pour la communauté elle-même. Alors que dans les communautés autochtones, on va revenir là-dessus tout à l'heure, c'est toute la communauté qui gagne de cette réussite et persévérance scolaire. Donc, on va revenir sur cet aspect-là, mais je voulais tout de suite vous dire qu'il y avait, me semble, une critique à faire ici. Donc, la collaboration école, famille, communauté, ça veut dire quoi? Et là, j'aimerais ici vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous une bonne collaboration? Et peut-être, j'aimerais entendre des gens qui travaillent dans les écoles, des gens qui sont des parents, et des gens aussi qui sont membres de la communauté. Donc, est-ce qu'il y en a ici des gens qui travaillent dans les écoles? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y en a ici des gens qui sont parents? Et est-ce qu'il y en a aussi des gens qui sont membres d'une communauté? Tout le monde, hein? Donc, je pense que tout le monde aurait quelque chose à dire, que ce soit dans son expérience personnelle ou dans son expérience professionnelle, dans son propre vécu par rapport à l'école ou par rapport à celui de son enfant ou de son élève. Donc, j'aimerais ça vous entendre. Est-ce qu'il y a un membre de la communauté d'abord qui veut parler? Qu'est-ce que ça veut dire une bonne collaboration école, famille, communauté? Ah, merci, madame. Vous faites travailler Ève. Good afternoon. My name is Tam Martin. I'm Mi'kmaq of Kiskabegya. My vision, and it works very well. I work for the First Nation Regional Adult Ed as a center director, but I also work between Listugush and Kiskabegya as vocational coordinator. However, what I mean as good cooperation is we sit at a technical table between the local community school, which is elementary, middle, and we have the provincial school sitting at the table for high school, and then the adult ed, so that we can create a better transition because not all the students are successful in provincial schools. Mm-hmm. Donc, est-ce que je me permets de reprendre les principales idées? On fait ça? Oui, OK. Donc, si j'ai bien compris ce que Madame nous a dit, c'est que, en fait, pour elle, une bonne coopération école, famille, communauté, ça voulait dire d'asseoir à la même table des partenaires des écoles primaires, mais aussi secondaires, qui soient assis ensemble pour favoriser les transitions d'un milieu à l'autre. C'est ça que j'ai compris, Madame? OK, super. Est-ce qu'il y a un acteur scolaire, direction, enseignant, peu importe, qui voudrait parler de c'est quoi une bonne collaboration école, famille, communauté pour lui ou elle? Chantal, je te passe le téléphone. Richard Dussault, donc directeur de l'école primaire à Wendake et des services éducatifs pour les enfants qui vont à l'école secondaire de notre communauté et primaire aussi. C'est très large. Ça dépend si on prend le vue du directeur, des enseignants et si on prend le point de vue de la communauté. C'est pour ça que les 3 points sont là.
La direction va aller beaucoup en ce qu'on vient de dire, donc avec une table de concertation où on peut asseoir les gens, puis on puisse échanger pour la réussite de l'enfant, puis les grandes lignées, nos plans d'action, hein, nos projets éducatifs, puis de travailler ensemble. Nos enseignants, eux autres, vont dire souvent, ben moi, ce que je veux dans la collaboration, c'est beaucoup plus de dire, ben, quand j'ai le bulletin, quand j'ai l'assemblée générale, je veux voir les parents, je veux qu'ils soient là, qu'ils soient présents. Et les parents, souvent, vont dire eux autres, ben, comment qu'on voit ça, nous autres, la communication? Mais c'est quand j'écris à l'enseignant, je veux qu'il me réponde. Je veux aussi que l'enseignant me dise les bons coups de mon enfant, pas juste qu'il est en difficulté aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est un peu ce portrait-là qu'il faut mettre ensemble puis de dire, mais tout d'un coup, c'est quoi une bonne collaboration? Je pense que c'est cette lignée-là qu'il faut regarder. Puis qu'est-ce qu'on peut faire en action pour qu'on puisse retrouver ces 3 axes-là? Moi, en tant que direction, souvent, je dis, ben, j'ai une bonne implication de mes parents parce qu'on fait des activités culturelles, puis ils sont là, puis ils sont présents, ils viennent nous aider. Hein, on a un comité de parents, mais c'est plus que ça. Fait que je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre. Excellent. Excellent. Merci beaucoup, monsieur, pour... ici, il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose en tant que membre aussi d'un acteur scolaire. En fait, c'est pour ajouter, moi, je suis au poste secondaire, puis la dame a parlé de transition, d'importance de transition. Au poste secondaire, on est peut-être, à Montréal, en tout cas, beaucoup moins familier avec les milieux d'où viennent les étudiants, des milieux très diversifiés, qu'on n'est pas en commun, mais très diversifiés dans le Québec. Et je dirais que je pense qu'il faut commencer par la base, pour vrai. Là, il faut... moi, je sens qu'il y a un besoin d'éduquer les gestionnaires, d'éduquer le milieu. Il y a des lacunes sur le plan des connaissances. Je parle surtout chez les allochtones, là, par rapport aux réalités culturelles, aux réalités socio-économiques aussi des communautés, puis des difficultés auxquelles les gens font face. Je pense qu'il faut commencer par là. Donc, puis pas juste éduquer les enseignants, tout ça. Il faut éduquer aussi les membres, ceux qui prennent les décisions, ceux qui ont un réel pouvoir, pour que ça mène à une écoute. Donc, de déplacer un peu moi, je pourrais dire d'arrêter de demander que les gens viennent nous rejoindre dans nos structures, puis de connaître mieux les milieux pour que nous, on puisse adapter les structures. Mm-hmm. Je sens qu'il y a des gens ici qui pourraient donner la conférence à ma place, là. Mm-hmm. Parce que on va parler de ça, hein. Souvent, quand on réfléchit à la collaboration école, famille, communauté, on va, dans un premier temps, demander, hein, avoir des attentes envers les parents. On voudrait que les parents soient présents. On voudrait que les parents viennent aux rencontres de bulletins. Ça a été dit tout à l'heure. On voudrait qu'ils puissent soutenir l'école, donc faire les devoirs. Et là, dans le fond, ce que j'entends ici dans vos 2 interventions, c'est oui, il y a des attentes de cette part-là, mais il y a peut-être aussi un travail à faire du côté de l'école pour vraiment se rapprocher. Donc, c'est tout à fait dans la lignée de ce que je voulais dire. Et pour être cohérente avec ça, j'aimerais ça maintenant qu'un parent prenne la parole aussi pour nous dire c'est quoi pour lui ou pour elle une bonne relation école, famille, communauté. Oui, moi je m'appelle Marie-Hélène, je viens de la communauté de Kitsagik. Ça fait 3 ans que je suis cette formation-là. Je pense que je suis due pour parler, là. Excellent. Super, Marie-Hélène. Moi, école famille, avec ce que vous me posez comme question, moi, avant tout, c'est quand même bien important, moi, la réussite à l'école avec les enfants. Parce que moi, je travaille dans une école, je travaille dans la communauté agent de liaison, parents, enfants, puis l'école. Puis que moi, avant tout, mon rôle, c'est... Moi, l'éducation est importante. C'est tout autant pour mes enfants aussi. Parce que j'encourage beaucoup... Je suis mère de 10 enfants. J'ai perdu une l'année passée d'un suicide. Puis même aujourd'hui, j'avance quand même pour dire que la vie est importante. Il faut avancer, même si la vie a été ainsi pour mon garçon. Mais j'avance. Puis moi, c'est sûr que pour moi, en tout cas, moi, j'encourage beaucoup mes enfants d'aller à l'école, d'aller chercher qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parce que je pense que c'est avant tout, c'est la réussite dans la vie pour chacun de nous. Je pense que ce que vous êtes rendu, que
où ce qu'on est aujourd'hui, que l'école est importante. Moi, c'est ça que j'ai à vous dire. Puis je travaille fort beaucoup avec les parents. Merci. Merci beaucoup, Marie-Hélène. On va revenir sur certains éléments de pourquoi la réussite, hein? À quoi ça sert la réussite? On dit la réussite, c'est important. On va voir qu'il y a plusieurs sens accordés à ça. Et merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ta générosité de partage, parce que ça nous rappelle aussi que les familles vivent toutes sortes de réalités. Et on peut pas penser la relation école, famille, communauté juste en fonction de ce que l'élève a à faire pour son cours de maths, son cours de français. Hein? L'élève fait partie d'un tout et toutes ces réalités-là viennent aussi changer cette relation-là, hein, entre l'école, la famille et la communauté. Donc, il faut en prendre compte, en prendre acte. Donc, on voit qu'on peut avoir des postures qui se rejoignent, mais on pourrait aussi, hein, notre ami ici, notre collègue nous a fait penser à ça, qu'on pouvait aussi avoir des fois des postures, des conceptions de la collaboration qui se rejoignaient pas toujours. Madame ici aussi a parlé de ça, du fait que on n'était pas toujours en ligne, et on va commencer à réfléchir à ça. Donc, Larrivée, qui est un chercheur qui est qui travaille beaucoup sur la collaboration école, famille, communauté, dit quelque chose de très simple. Il dit que la collaboration, c'est la relation entre des personnes, la participation à quelque chose au regard d'un objet ou d'un but commun. C'est ça qui est le plus important, hein, je l'ai souligné. Donc, il y a des personnes qui sont en relation. Tout à l'heure, on parlait d'une table, hein, sont en relation, sont ensemble à la même place. Il faut qu'il y ait un espace pour faire une relation. Puis, un but commun. Donc, ça implique une relation, ça implique qu'on est ensemble. Donc, on regarde l'autre, l'autre nous regarde. Est-ce que ce qu'on voit chez l'autre, c'est vraiment l'autre? Est-ce que ce que l'autre voit chez nous, c'est vraiment ça? Là, il peut avoir des enjeux dans la relation. Il peut avoir aussi des enjeux dans les personnes. Tout à l'heure, j'ai dit un parent, puis en m'en venant aujourd'hui, je m'étais dit, j'aimerais ça pas dire parent, j'aimerais ça dire famille, parce que c'est pas que les parents avec qui on collabore, hein, dans nos communautés, c'est plus que des parents. Des fois, c'est des grands-parents, des fois, c'est des grands frères, des fois, c'est des grands-sœurs, des fois, c'est des oncles. Donc, parler de famille, ça permet de ouvrir qui sont les personnes de cette collaboration-là. Et Marie-Hélène nous parlait qu'elle joue le rôle d'agente de liaison. Ben, des fois, la collaboration, elle n'est pas juste entre une personne de l'école, puis une personne de la famille, puis une personne de la communauté. Il peut y avoir différentes personnes et on peut, hein, tout à l'heure, je vous ai fait lever les mains, on peut même être les trois en même temps. Donc, des fois, hein, c'est comme si on collabore avec nous-mêmes, là, tu sais. Et un but commun, ben le but commun, c'est la persévérance et la réussite scolaire. Mais qu'est-ce qu'on entend déjà par ça? Quel sens qu'on attribue? Pourquoi c'est important la persévérance et la réussite scolaire? On va revenir là-dessus. Donc, les trois dimensions de la collaboration peuvent, elles aussi, amener des enjeux. On peut avoir des enjeux au niveau de la relation. On peut avoir des enjeux au niveau de la reconnaissance des personnes qui font partie de cette collaboration-là. Puis, on peut avoir des enjeux sur le but commun. Qu'est-ce qu'on entend par réussir? Ça marche? Ici, justement, je vous parle de qu'est-ce qu'on entend par réussir. OK? Donc, je suis allée chercher des collègues qui ont travaillé sur justement qu'est-ce que les familles pensent de la réussite scolaire et de la persévérance scolaire. Et ces collègues-là ont mis en lumière que on peut vouloir la réussite de notre enfant pour différentes raisons. Donc, premièrement, on peut vouloir la réussite de notre enfant parce que nous-mêmes, on a réussi, nous-mêmes, on a eu une bonne expérience à l'école, nous-mêmes, on est confiant envers l'école. Ils appellent ça la réussite dans la continuité, dans le fond. La réussite de l'enfant, c'est la continuité de la réussite, dans le fond, de la famille. On a des niveaux d'attente élevés, puis on aide, puis on soutient l'enfant à la maison.
Il y a d'autres familles que la réussite, c'est vu comme une promotion sociale. J'entendais ça un peu dans les propos de Marie-Hélène tout à l'heure, quand elle disait réussir, c'est important parce que ça va nous permettre dans la vie, hein, d'avoir des conditions professionnelles, socio-économiques plus intéressantes. Une réussite comme promotion sociale, ça veut dire, moi, je veux que mon enfant réussisse parce que je veux qu'il ait un travail, parce que je veux pas qu'il soit dans la pauvreté, parce que je veux qu'il soit engagé. Donc ça, la promotion, la réussite comme promotion sociale. On voit que c'est pas exactement les mêmes raisons pour lesquelles on réussit. Et c'est pas nécessairement le même profil non plus des familles qui vont entretenir cette conception-là de la réussite. Et le troisième sens qu'on peut accorder à la réussite par les familles, c'est la réussite pour la famille et pour la communauté. On réussit, on veut que nos enfants réussissent pour, dans le fond, que aider la famille et la communauté à changer, à accéder à de meilleures conditions. Donc, c'est un rêve, on dit, un rêve collectif. L'enfant, dans le fond, il va contribuer à une collectivité. Il va pas contribuer nécessairement seulement à sa réussite individuelle. On voit que ça aussi, ça amène d'autres attentes envers l'élève. Hein? Ça amène d'autres attentes. Si le sens qu'on accorde à la réussite est différent, ben, ça change notre but commun. Hein? On n'a pas le même but commun. Donc là, on est déjà en train de se dire, la collaboration, ça demande un but commun, et sa façon qu'on va nous penser atteindre ce but commun-là et le pourquoi, ben ça change d'une famille à l'autre. On a un enjeu, hein? On va regarder aussi qu'est-ce que l'école, elle, s'attend des parents. Donc, l'école, elle s'attend à ce que le parent aide son enfant à décoder la culture scolaire. L'école s'attend à ce que le parent favorise un contact positif entre l'enfant et le personnel de l'école. Hein? L'école s'attend à ce qu'on contribue à entretenir le désir d'apprendre. Elle s'attend aussi à ce que les parents encadrent de façon adéquate la réalisation des travaux, à que les parents aident l'élève à apprendre à réagir adéquatement aux évaluations, hein, qu'on ait réussi ou pas, que les parents aident leur enfant à chercher à comprendre les attentes de l'école. Déjà, c'est pas toujours facile à comprendre les attentes de l'école et à faire connaître les siennes, puis à acquérir une mission d'ensemble. Est-ce que vous trouvez que ces attentes-là sont réalistes? C'est beaucoup, hein, j'entends, c'est beaucoup. J'ai entendu là-bas, c'est beaucoup aussi. C'est beaucoup. Les attentes que l'école a envers les parents sont grandes, OK? Sont vraiment grandes. Et le parent, lui, comment vous pensez qu'il reçoit ces attentes-là? Une pression. Une pression, hein? Une pression qui vient jouer quand l'enfant, ne réussit pas, comme s'il n'avait pas été à la hauteur de ces attentes-là. Des attentes comme celle-là, elles sont importantes. Hein? On dit qu'il faut qu'on ait des attentes élevées pour que les jeunes réussissent à l'école, mais il faut aussi que ces attentes-là soient réalistes. Et quand on regarde des fois le vécu des parents, là j'en ai mis beaucoup, OK? Parce que je voulais contraster. Mais quand on regarde le vécu des parents, des cumuls de difficultés socio-économiques, donc des sous, le manque de temps, un horaire de travail incompatible avec les heures d'ouverture de l'école. On veut qu'ils viennent à l'école, on veut qu'ils se présentent. Une incompréhension des attentes de l'école, des fois même par un propre vécu scolaire, hein, qui est pas si positif que ça. Indifférence et inconfort à l'égard de l'institution scolaire. Hein. J'aime pas ça, moi, là, à l'école. Je me sens pas bien, là. Un bas niveau de scolarité, un sentiment d'incompétence parentale dû à cette pression, un contact avec l'école qui veut dire un problème parce que l'école, elle m'appelle surtout quand ça va pas, hein. Et une expérience scolaire douloureuse, comme je viens de le rappeler. Notre expérience scolaire joue aussi sur comment est-ce qu'on va
soutenir notre propre enfant dans sa relation avec l'école. Donc là, vous voyez, hein, mes carrés, ils se touchent pas. Mes carrés, ils se touchent pas. Ils sont séparés parce que entre les attentes de l'école puis entre le vécu des parents, là, j'en ai mis beaucoup. On n'a pas besoin d'avoir tout ce vécu-là là, pour pas répondre aux attentes de l'école. Juste un, des fois, ça fait qu'on n'arrive pas. Juste la question des horaires ou juste la question de notre expérience scolaire douloureuse peut faire en sorte qu'on ne réponde pas aux attentes de l'école. On n'a pas besoin d'avoir tous ces points-là. Là. Donc, un but commun, mais des attentes scolaires qui ne tiennent pas toujours en compte le vécu puis la réalité des parents et des familles. Donc, collaborer, c'est-tu facile? C'est pas facile, hein? Collaborer, c'est pas facile. Collaborer, c'est un défi. Et si on considère, si on prend pour acquis que c'est un défi, bien, on va y donner du temps, on va y donner de l'attention, on va y donner des ressources. Si on le prend pour acquis, ben, c'est comme si on se dit, ben, ça va de soi, ça va être facile. Mais quand on réfléchit un peu, on se dit, ouais, dans le fond, c'est pas si facile que ça. Alors là, ici, on garde ça en tête, ce qu'on vient de se dire. Et là, ici, j'ai pris des citations. Hein, c'est des entrevues qui ont été faites avec des acteurs de l'école. Puis aussi, il va en avoir avec des parents et des membres de la famille et de la communauté. Et là, j'aimerais ça savoir, d'après vous, qu'est-ce que pense l'autre partie? Donc ici, par exemple, l'acteur de l'école dit « Ça va être difficile de lui faire comprendre son rôle de parent. Elle n'arrive même pas à faire une phrase complète. Elle n'a jamais fait les devoirs avec son enfant. » Avez-vous déjà entendu ça? Hein? J'ai pas inventé ça, moi, là. C'est du vrai monde qui dit ça. Hein? Et là, si on regarde ce que la mère ou la personne, le membre de la famille dit, elle dit « Elle va encore me répéter les mêmes choses négatives, me faire la morale. Elle me juge gros comme le bras. Elle veut pas faire de moi un bon parent. Elle veut faire de moi un bon parent. C'est toujours déprimant et stressant quand on parle avec les enseignants. C'est humiliant. » Dans la même situation, l'acteur scolaire dit quelque chose, puis le parent, lui, ben, il sent autre chose. Quand on disait tout à l'heure que ce qu'on regarde de l'autre, ce qu'on voit de l'autre, c'est pas nécessairement ce que l'autre veut nous montrer, là. On voit ici la tension, puis la difficulté des fois à établir une relation qui nous permettrait d'arriver à un but commun. On a dit que c'était ça la base de la collaboration. Ça, les parents, là, les parents ici, les membres des familles, est-ce que ça vous dit quelque chose aussi? Ce parent ne vient jamais à l'école. Elle est très désintéressée de toute façon. Elle ne s'occupe pas de ses enfants. Avez-vous déjà entendu ça? Oui. Qu'est-ce que, maintenant, si on se met dans la peau du membre de la famille, de la communauté, qu'est-ce que cette personne peut être en train de vivre ou de dire par rapport à l'école? Ce serait quoi le pendant? Elle ne se sent pas bienvenue à l'école. Elle pourrait dire, hein, moi, je me sens pas bienvenue à l'école. Pourquoi qu'elle pourrait dire ça? Parce qu'elle se sent jugée. Hein? Elle pourrait dire, ben moi, je me sens pas bienvenue à l'école. Je me sens jugée. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire d'autre aussi? Des mauvaises nouvelles, hein? Ouais. Dans le fond, j'ai pas envie d'y aller, hein. Je veux dire, ça va être encore des mauvaises nouvelles. Je suis déjà au courant de ce qu'ils vont me dire. Ah, micro. Si vous avez envie de faire de l'exercice. Merci, madame. OK, c'est comme présentement, moi, mon conjoint, il est resté avec mes enfants à Sept-Îles.
moi, je suis déménagée pour mes études à Chicoutimi. Puis présentement, mes enfants, ils ont comme un impact vu à mon départ. Ils disent que c'est plus la même chose. Puis ils sont comme même les enseignants, mes collègues de travail que j'avais à l'école me disent que mes enfants, ils ont changé. Ils sont comme plus tannants. Puis mon chum, il m'appelle puis il me dit il reçoit quasiment des appels à chaque semaine. Là, ça, il tente même plus de répondre parce qu'il reçoit toujours des mauvaises nouvelles. Merci. Donc, hein, ce parent, cette famille, votre conjoint, il pourrait dire, ben là, leur mère est pas là. Moi, il faut que je m'occupe des enfants. En même temps, il faut que j'aille à l'école. Là, ils sont plus du monde. Hein? Je pense que là, j'en ai comme un peu trop pour en plus me présenter à l'école. Hein? Donc, hein, il pourrait dire ça là, à un acteur scolaire qui dit, vous voulez intervenir? C'est correct? En arrière? Oui, allez-y, monsieur. OK. Juste une petite intervention. On parle de relations. Il y a l'image de l'école, on l'a mentionné. L'image, c'est une institution. On a mis des gens en autorité dans ces institutions-là. Les professeurs, regarde, on est en autorité. Quand on parle aux jeunes, il faut t'écouter ton prof. Mais à travers ça, les parents, quand ils se présentent aussi, on l'a tous mentionné, on les a dit. Et comment peut-on amener une école à avoir une belle image de l'école où c'est invitant? C'est difficile, là, on le sait, c'est énormément difficile d'amener les parents par tout ce qui s'est été dit, là, tout ce qui a été nommé, là, la pression, tout ça. Mais il reste que l'école en autorité, on ne va pas faire face à l'autorité. Hein, non, moi, je ne vais pas là, regarde, on va vous faire juger, on l'a dit, on va faire juger une pression de parents qui n'arrivent pas à aider son enfant à faire son devoir. Puis le professeur à l'autre bout qui dit « Hey, regarde, j'ai déjà été en autorité dans une école, puis je disais à des enseignants, arrêtez de dire des choses à propos de cette famille-là, X. C'est sûr qu'ils ne veulent pas venir à l'école, c'est sûr. Puis eux autres même, ces parents-là, ils n'ont pas aimé ça, l'école. Ils n'ont pas aimé ça, ils ont arrêté. Secondaire 1, 2, ils ont arrêté, là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà jugés, eux autres, ici, avant. Donc, le parent, j'ai déjà reçu un parent qui me dit, moi, je ne veux pas y aller dans ton école, Guillaume. On ne m'a pas traité comme les autres, puis regarde, mes enfants, ça ne me tente pas qu'ils vivent la même chose que moi. Donc, il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs, là. Mais améliorer cette relation-là, essayer dans une école invitante, là. Okay. Déjà, c'est difficile d'amener nos jeunes dans les écoles, qui restent dans l'école, parce qu'on passe notre temps, en tant que professeur, on passe notre temps à dire « Regarde où tu étais, tu viens d'arriver, l'autobus vient d'arriver, là. » On passe notre temps à être dessus. Les enfants aussi, là. Les enfants, en partant, ils rentrent de reculons là, dans les classes. Là. Il y en a. Petite intervention comme ça, le jeu d'autorité avec les parents. C'est une institution, c'est une imposition. Hey, si ton enfant ne vient pas, j'appelle aux services sociaux, j'ai le droit de faire ça. Hey, c'est pas tentant, là. C'est pas tentant, je n'irai pas voir ce gars-là. Moi, regarde, c'est pas tentant, hein? C'est ça. Donc, on a un très, très gros travail à faire. Merci. T'écoute. Puis, c'est sûr que la notion d'autorité que vous amenez, merci beaucoup, monsieur, elle est un peu comme en tension avec ce qu'on disait d'une collaboration ou c'est une relation où on travaille dans un but commun. Là, la notion d'autorité, elle marche moins bien avec la définition qu'on s'est donnée de la collaboration. Il faudrait peut-être revoir ça, hein? Qui a l'autorité, justement, par rapport aux enfants, au bien-être des enfants? Oui, madame. OK. Moi aussi, je travaille à l'école, puis moi aussi, je suis parent. Moi, j'ai 4 enfants, puis je vois beaucoup les deux côtés des choses, tu sais. Dans mon milieu de travail, j'essaie de regarder les deux côtés des choses. Tu sais aussi, là, je vais parler un peu en tant que dans mes souliers d'intervenant ou à l'école. C'est difficile d'impliquer les parents à l'école. Tu
tu sais, mettons, quand ils ont déjà cette perception-là, ça fait longtemps, puis d'essayer de changer ça, c'est difficile, là, les amener. Même si c'est pour une activité, quelque chose de positif, il n'y a personne qui se présente. Tu sais, moi, je travaille, puis j'étais un parent qui se plaignait beaucoup, mais dire, ben, le parent, c'est la job du prof de faire ça, puis qui m'appelait juste quand il y avait des problèmes. C'est pas bien intéressant, oui, c'est vrai. Mais tu sais, il y en a dans des écoles qui font l'effort de, tu sais, d'appeler les parents quand il y a du positif aussi, puis de planifier des activités, puis des choses de même. Faut apprendre, faut aussi, en tant que parent, se responsabiliser, puis de dire, regarde, l'éducation, là, ça part de la maison. Avant tout, là, ça part de la maison. T'envoies ton enfant à l'école apprendre quelque chose, mais si l'enfant, ils ont des difficultés au niveau comportement ou la gestion d'émotions, peu importe, puis c'est ça qui prend le dessus à l'école, c'est sûr que tu vas te faire appeler, mais ta job là-dedans, là, c'est d'apprendre à ton enfant ces choses-là, les connaissances de base, puis tout ça, faut que les parents aussi se responsabilisent. Je le sais, moi aussi, je suis parent. Moi aussi, j'ai une grande, tu sais, j'aimais moins ça, aller à l'école puis me faire dire que des choses négatives par rapport à mes enfants. Mais, tu sais, on a toutes nos émotions qui embarquent dans ça. Quand on est parent, on n'aime pas ça. Mais en tant que parent, notre responsabilité aussi, c'est d'aller vers eux autres puis de dire, regarde, comment qu'on peut travailler ensemble? Qu'est-ce que moi, je peux faire, tu sais, pour que ça aille mieux pour son éducation? On veut tous nos enfants réussir. Il y a autant du négatif chez nous autres, les parents, que dans le milieu scolaire. Mais si on ne travaille pas en collaboration, il n'y a rien qui se fait. Exact. Merci. Donc, hein, on voit qu'il y a comme un cycle, hein? Plus il y a de la collaboration, ben plus il va y avoir de la collaboration. Hein? Puis moins il y a de la collaboration, ben moins il y a de la collaboration. On ne travaille pas ensemble. Là, ça en crée moins, ça en crée moins. Hein? Donc, on voit que ça se mord la queue, là, cette histoire-là. Hein? Moins il y en a. Ben là, il n'y en a plus. Ou plus il y en a, plus il y en a, plus il y en a, plus il y en a. Ah ben oui, là, ça marche. Donc, installer une culture de collaboration. Des fois, on parle de collaboration, pas juste des pratiques de collaboration, une culture de collaboration, hein, qui dépasse les murs de l'école, qui dépasse juste la question des devoirs. Et je ferai du pouce sur ce que vous dites par rapport au fait que l'école va dire, OK, moi, là, on prend ça en main, c'est important pour nous la collaboration, on va faire une activité, on va inviter tout le monde de la communauté. Personne ne se pointe. Ah, là, l'école est déçue. Ah ben, tu vois, on n'aurait pas dû. On met du temps là-dessus, ils viennent pas. Là, on ne devrait pas faire ça. Dans le fond, on ne va pas perdre nos énergies avec ça. Mais si on regarde l'histoire entre la communauté puis l'école, c'est pas juste avec une activité qu'on va installer une culture de collaboration. Ça va en prendre plusieurs. Peut-être que la première, il n'y aura personne. Peut-être qu'à la deuxième, il n'y aura personne. Peut-être qu'à la troisième. Peut-être que dans le fond, les activités qu'on fait sont plates aussi. Hein? Peut-être qu'il faudrait qu'on échange. Hein? Donc, il faut en essayer plusieurs avant que ça marche. C'est un travail du combattant, ça, là. Donc, je pense que vous avez compris ici, hein, le jeu dans lequel je voulais vous amener. Et tout à l'heure, madame, vous avez dit, moi, je vais parler ici, je suis parent, là, mais là, je vais parler en tant qu'intervenant. Hein? Comme si les deux, hein, c'était pas toujours conciliable. Je parle en tant qu'intervenant, je parle en tant que parent, je parle en tant qu'intervenant, et la danse continue. Mais dans le fond, dans ce jeu-là, qu'est-ce qu'on est en train de dire aussi, c'est on n'a pas les mêmes attentes. On ne peut pas parler d'une seule voix, on n'a pas les mêmes attentes. Il faut qu'on se parle, hein, il faut qu'on trouve un but commun. Là, je mets le doigt là-dessus depuis le début. Hein. Ici, j'ai fait le contraire. Hein. J'ai parlé de la famille, puis je vais faire du pouce avec ce que monsieur nous a dit aussi. Hein. Quand on arrive à l'école, c'est un membre de la communauté qui parle. Là. On nous fait attendre dans le corridor, même pas de chaise pour s'asseoir. On se sent regarder par tout le monde. J'aime mieux pas y aller. Si on regarde de l'autre côté, qu'est-ce que les intervenants peuvent dire?
Avez-vous des idées? Allez-y donc. Guillaume, il y a des choses à dire. Guillaume qui arrive, il dit, regarde, moi je suis à l'école, je travaille à l'école. Bon, elle s'est présentée. Elle s'est Elle s'est présentée, là. C'était le temps. C'était le temps. Ah, c'est le temps qu'elle arrive, là. Mm. Ou c'est le temps qu'elle arrive, cette paire-là. Là. On ne le voit pas souvent à l'école. Oui. Mais tout à l'heure, vous disiez, hein, ils ne se sentent pas toujours accueillis. Non. J'avais même pas pensé à ça. Moi, mettre des chaises pour qu'ils s'assoient? Y avez-vous pensé? Ouais, je vais en parler à la direction. Un local pour accueillir les parents? Ouais, je vais en parler à la direction. Hein? Comité de parents. Il nous manque des chaises dans les classes, là. On va pas en mettre dans le corridor. L'école aussi a ses contraintes. L'école aussi est en manque de ressources. On n'a pas de locaux. On va-tu laisser un local pour des parents? Puis en plus, ils viennent pas. Tu sais? Quand même. Tu sais? Il y a aussi ça, c'est-à-dire que les parents disent on a même pas de place pour s'asseoir dans le corridor, on est tout pogné. J'ai-tu envie, moi, de passer mon temps dans le corridor à attendre avec l'autre mère ou l'autre père d'à côté donc, toutes ces questions-là, l'école, elle aussi, elle peut avoir ses propres contraintes qui sont pas toujours faciles à régler, à organiser. Je vais en parler avec la direction, hein. Je finis avec cette petite mise en situation-là. Ici, on a on va dire c'est un enseignant qui dit « Je ne dirai pas la vérité sur son enfant. Il ne comprendrait pas et ça risque de nuire à mon élève. » Avez-vous déjà entendu ça? Je ne dirai pas, hein? Je ne dirai pas aux parents. Parce que là, ça va nuire à mon élève. Peut-être que ça va péter, là. Puis on regarde de l'autre côté. Je lui dirai pas la vérité sur mon enfant. Là, c'est un parent qui parle. Il comprendrait pas, puis ça risque de nuire à mon enfant. Ça vous fait rire? Hein? Le même discours des deux côtés, les mêmes stratégies des deux côtés. Hein? Les mêmes choses qu'on entend des deux côtés. Peut-être que c'est mieux de pas trop en parler parce que dans le fond, l'autre va pas comprendre. On prend pour acquis que l'autre va pas comprendre. Hein? Donc, c'est intéressant de se rendre compte que dans le fond, on pense que c'est très éloigné, mais quand on regarde les stratégies, les préoccupations qu'on a, elles se rendent compte des fois, plus souvent qu'on le pense. Comme là, ici, elles se rendent compte. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être communiqué pour aider mon enfant? Ou pour aider mon élève. Donc, il me manque une diapo ici. OK. Bon, mais c'est pas grave. Donc, ça crée comme un cycle. Ça crée comme un cycle, puis on va parler de ce cycle-là. Ce cycle-là, c'est différents types d'engagement, différentes façons de voir la réussite, différentes façons de penser qu'on soutient notre enfant en tant que parent, mais attentes insatisfaites des intervenants. On a dit les attentes de l'école sont grandes. Là, ouais, les parents, ils viennent pas. Ils sont pas intéressés. Blâme les parents. Ou au contraire, on blâme l'école. Ben oui, mais eux autres. Ils ont dit qu'elle allait en parler au directeur. Ben oui, attends bien. Hein? Puis ensuite, sentiment d'incompétence. Sentiment d'incompétence du parent qui, dans le fond, continue à orienter ses actions. On me blâme. Ben, penses-tu que je vais y aller? J'ai dit, c'est un chat qui se mord la queue, hein? C'est le cycle. Le cycle. Et là, on va se demander comment ça que ce cycle-là se met en place. Parce qu'il y a des freins à la communication, parce qu'il y a un manque d'empathie de la part des autorités scolaires. C'est ce que vous disiez, madame, au départ. Mais on pourrait dire aussi un manque de compréhension de la part des parents de c'est quoi le rôle de l'école, une faible sensibilisation à la culture et un manque de stratégie d'engagement de la part des écoles. Comment on brise ça, ce cycle-là? Là, on va arriver plus aux pistes d'action. Comment on va briser ça? On va, entre autres, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est
de diversifier les modèles de collaboration. On voit souvent la collaboration de façon linéaire, l'école puis la famille. Ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble, c'est qu'il y a différentes façons de collaborer. Ça, c'est la façon traditionnelle, normative de collaborer. On a l'école, vous voyez, le cercle est bien plus grand. Puis on a la famille, le cercle est bien plus petit. Puis on a l'élève, lui, qui est entre les deux. Des fois, il est bien entre les deux. Des fois, il est tiraillé entre les deux. Et, dans le fond, dans l'implication assignée, dans ce modèle de collaboration-là, l'école est plus grande. Pourquoi? Ben, c'est l'école qui dit aux parents quoi faire. C'est l'école qui va dire aux parents quoi faire. Puis, la famille, elle participe selon les voies identifiées par l'école. C'est ça. Ben, c'est la rencontre de bulletins. On a besoin de quelqu'un pour la sortie. Ou venez chercher votre enfant, il n'y a plus du monde. C'est selon les voies de l'école. Il y a aussi un autre type de modèle qu'on voit souvent, qu'on va dire qui est plus partenarial. C'est-à-dire que là, il est plus égal. OK? Puis, on va avoir l'école qui s'occupe de l'instruction, la famille qui s'occupe de l'éducation. Tout le monde va s'occuper ensemble de la socialisation, comme un équilibre. Encore, école d'un côté, la famille de l'autre côté, puis on collabore ensemble sur des points communs de façon équilibrée. Mais ces deux modèles-là, qui sont les modèles qu'on voit le plus souvent, OK, ils font pas de place à la communauté. Ils font pas de place à la communauté. C'est des familles qui rencontrent l'école, puis, ben, il faut qu'on s'entende sur un but commun, puis ce but commun-là, ben, c'est souvent, dans le fond, l'école qui le définit. Fait qu'on a dit tout à l'heure, quand on a une expérience scolaire douloureuse, quand on comprend pas toujours comment le système fonctionne, c'est pas si évident pour un parent d'établir une relation partenariale. C'est des parents qui ont un certain profil qui vont rentrer dans ce modèle-là. Donc, on va regarder des modèles qui mettent plus en œuvre la communauté. OK? On va regarder des modèles de collaboration où on parle on laisse une place à la communauté. Et je vais vous présenter 4 modèles ici. La collaboration comme espace de médiation, la collaboration fusionnelle, la collaboration avec distance assumée, puis la collaboration intersectorielle et communautaire. Si on regarde la collaboration avec espace de médiation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un entre l'école et la famille. Cette personne-là, c'est quelqu'un de la communauté qui vient prendre une place. On en a un exemple ici avec Marie-Hélène qui accompagne les parents dans leur relation avec l'école. On travaille dans des communautés qui sont relativement petites. On travaille avec des communautés qui se connaissent. Est-ce qu'on pourrait pas inviter les parents, si on n'a pas un agent de liaison clair, inviter les parents à venir avec quelqu'un en qui ils ont confiance, qui pourrait nous aider? On crée un espace de médiation. Le parent arrive avec quelqu'un. Cette personne-là peut-être connaît mieux l'école, a une autre expérience de l'école. Ah ben là, on a un espace pour établir une relation. On peut aussi penser la collaboration avec la distance assumée. On utilise des organismes de la communauté. Elle aussi, c'est une agente de liaison? Ah. Mais tout à l'heure, elle va nous dire le mot de la fin. Je vais lui laisser la parole. Ici, on voit que c'est un autre modèle de collaboration. La famille s'entoure de sa communauté pour pouvoir travailler sur l'école. Quand on a, par exemple, des organismes à l'intérieur de la communauté, de conseils des aînés ou des mères qui s'organisent ensemble, on va dire, ben, on va faire les devoirs ensemble. On va s'organiser en gang pour travailler avec l'école. Hein? On va pas juste travailler la relation école-famille-communauté entre un enseignant et un élève. Non, non, non. Ça va être l'école avec nous comme communauté. Ça, c'est une autre façon d'établir une relation. Une autre modèle de collaboration, c'est la collaboration qu'on appelle fusionnelle, c'est-à-dire que c'est l'école, elle sort, hein? Puis elle s'en va dans la communauté. Elle pourrait aller dans ces espaces-là dont on vient de parler, hein? Investir ces espaces-là, pas obligé de toujours rencontrer les parents à l'école. Il y a peut-être d'autres places qui sont moins inconfortables pour les parents où on peut se rencontrer puis établir un autre type de relation. Il y a aussi des fois des événements sociaux où on rencontre
on peut avoir l'occasion, quand on a des contacts informels avec les familles ou la communauté, on peut avoir d'autres occasions d'échanger qui sont pas dans le bureau du directeur, hein? Des fois, pas avec le sourire tout de suite. Puis, la collaboration intersectorielle aussi, quand on parlait de table tout à l'heure, les gens en ont parlé dès le départ, des espaces où justement, on a aussi les décideurs sur place et que la question de la collaboration école, famille, communauté, c'est pas juste est-ce que tu fais les devoirs ou non, est-ce que tu viens au bulletin ou non. Est-ce que l'école de notre communauté répond à nos besoins? Est-ce qu'elle nous ressemble? Est-ce qu'on est capable de travailler ensemble et que dans ces tables-là, vous voyez, famille, 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 hein, il y a aussi des parents pour aussi représenter le niveau micro de l'élève, hein, pas juste les grandes structures décisionnelles. J'avais envie de vous faire dire tout ça, OK? Mais on m'a dit qu'il restait juste 15 minutes, maintenant même un peu moins. Il reste 8 minutes. Alors, avec tout ce qu'on s'est dit, là, c'est clair que quand on parle de collaboration école, famille, communauté, il faut se connaître et se reconnaître les uns les autres. OK? On passe 1 heure à discuter, mais reconnaître l'autre, ça veut dire essayer de temps en temps de dire « Oui, mais cette personne-là, pourquoi qu'elle agit comme ça? Ma première idée, c'est que ça ne l'intéresse pas. OK? Mais ça serait quoi ma deuxième idée? Ça serait quoi ma troisième idée? Hein? Voir comment on pourrait expliquer les manifestations qu'on voit chez l'autre pour que ce que je vois chez l'autre, ça ressemble un peu plus à ce que l'autre veut vraiment me montrer. Circulation des informations et des savoirs, on disait, dans des contextes formels, mais aussi dans des contextes moins formels, pour des points à développer chez l'élève, mais aussi peut-être sur du positif. Hein. Circuler l'information, c'est pas juste un type d'information. Proximité, on vient de faire ça. Investissement dans l'espace de médiation. J'ai présenté différents modèles où on a toujours une communauté qui vient prendre un espace qui vient soutenir cette collaboration-là, soutenir l'espace de médiation, se demander en tant que parent, en tant qu'acteur scolaire, en tant que membre de la communauté, c'est quoi les espaces de médiation qu'on a dans notre communauté pour favoriser la collaboration? On en a-tu? Lesquels? Comment est-ce qu'on pourrait les investir, ces espaces-là? Visibiliser les cas de réussite. Hein? On disait, pas juste contacter les parents quand ça va mal, mais aussi des élèves qui vont bien. Comment ça se passe, la relation avec la famille et la communauté? Est-ce que c'est un oncle, une tante qui est en ville, qui aide pour les devoirs? Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Visibilité les cas de réussite. Puis, reconnaître la légitimité du rêve pour faire écho à ce qu'on disait au départ, réussir pourquoi? Le rêve de qui? Hein? Des fois, c'est les élèves, c'est le rêve de toute une communauté qui porte. Reconnaître la légitimité du rêve, c'est reconnaître le fait qu'on pense qu'à travers l'école, il y a des choses qui pourraient changer dans nos communautés pour le mieux. Donc, ici, on avait des petites recommandations, à la fois pour les intervenants, pour les parents, puis pour la communauté. Puis, il me semble que celle de la communauté, c'est intéressant de voir ce que l'arrivée il dit. Il dit, les membres de la communauté sont une catégorie d'acteurs de grande importance, trop souvent insuffisamment mobilisés. On les mobilise pas assez. Hein? C'est des personnes ressources qui arrivent à établir des meilleurs liens avec les familles qui arrivent à faire l'école. Donc, ça permet de faire cet espace de médiation dont on parlait tout à l'heure. Puis, maintenant, en conclusion, avant de donner la parole à notre collègue, je voulais juste faire écho à la Commission de vérité et de réconciliation du Canada qui disait 2 choses qui me semblaient que c'était vraiment en lien avec ce qu'on disait aujourd'hui.
premièrement, ils disent qu'ils demandent au gouvernement, OK, d'élaborer des nouvelles, donc là, des nouvelles dispositions, OK, pour, OK, s'assurer de voir à ce que les parents et la collectivité puissent assumer la responsabilité et le contrôle du système scolaire qui les concerne. L'autorité dont on parlait tout à l'heure, là, c'est qui l'autorité? Hein? Que les parents et la collectivité aient le contrôle sur le système scolaire qui les concerne. Hey, c'est pas rien, ça? Et ensuite, permettre aux parents de participer pleinement à l'éducation de leurs enfants. Et moi, je rajouterais en diversifiant des modèles, puis en engageant la communauté. Maintenant, c'est à votre tour, vos réactions, vos questions. Il reste encore quelques minutes. Il y a un micro juste derrière vous. Allô, allô. Oui, je m'appelle Juliane Bérubé, je travaille à l'Université du Québec à Val-d'Or. Puis, en fait, moi, c'est un point de vue très personnel là, en tant que parent. Je travaille avec des personnes autochtones depuis plusieurs années maintenant. Puis là, j'ai l'opportunité que ma fille est à l'aide présentement dans une école alternative à Val-d'Or. Puis en fait, je trouve que, tu sais, ce que vous dites là, l'implication, tu sais, c'est en fait, c'est un modèle, hein, c'est un autre modèle d'école. Puis je trouve tellement que ça serait, me semble significatif dans les communautés des Premières Nations, ce type d'école-là, où le parent d'emblée fait partie de l'école, structure l'école, définit ce que, tu sais, puis les enfants avec tout ça, bon. Fait est-ce que ça a déjà été comme, je sais pas, là, il y a des directions ici ou des, tu sais, est-ce que ça a déjà été comme quelque chose qui a été regardé peut-être ou, tu sais, je trouve que ça serait comme une belle approche peut-être dans certaines communautés. Je sais pas, c'est une réflexion que je lance. Oui. Alors, dans les communautés autochtones, il n'y a pas de conseil d'établissement. C'est pour ça peut-être qu'il y a peut-être une coupure là, que oui, il y a peut-être des conseils des parents, un comité de parents, mais ils n'ont pas comment je pourrais dire ça? Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir décisionnel pour dire telle chose, il y a besoin de changement ou, tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin d'adapter ou, ils n'ont pas de comité d'établissement, il n'y a pas de conseil d'établissement. C'est tout géré par les conseils de bande. Fait que déjà là, on est comme, faut trouver un moyen de balance, un milieu dans ça, de dire, OK, on pourrait avoir donné au comité de parents quelques décisions ou quelques pouvoirs, là, parce que ça sert à quoi faire un comité de parents si le parent, tu vas arriver là avec quand tu donnes tes idées, puis après ça, qui va dire, ben, c'est l'école qui décide d'en faire compte ou le conseil, là. Ouais. Donc, des espaces de partage de pouvoir pour justement partager l'autorité, hein. Et des modèles comme il existe dans les écoles alternatives, ça a aussi été pensé par des familles qui ont confiance au système scolaire, puis qui se sentent à l'aise de dire, ben nous, là, on le sait, c'est quoi l'école qu'on veut pour nos enfants. Quand on n'a pas cette condition préalable d'avoir confiance dans le système, c'est dur de proposer l'école qu'on veut. Donc, il faut réfléchir à mettre la table à une réflexion commune là-dessus pour la définir ensemble, cette école-là. D'autres réactions? Oui? Pendant que vous allez au micro, je voulais vous dire merci de participer avec moi à cette réflexion-là parce que je le sais que des fois, c'est un peu inconfortable d'arriver à parler de ça, mais il me semble que c'était le bon moment de le faire. Oui, bonjour, Koué. Je m'appelle Liliane Carmen Ouachiche. Je suis agente de liaison pour le Centre d'amitié Saguenay à Chicoutimi. Excellent. Puis, ce que je fais, ben nous, on est beaucoup en lien avec l'école autochtone qui s'est créée à l'école des 80. Puis l'année passée, j'ai été élue en tant que membre du CE. Donc, nous, en moyenne, on a 6 réunions du CE durant l'année. Puis, on a environ le même nombre de réunions aussi pour les parents qui s'impliquent beaucoup au niveau de la ville de Saguenay pour leurs enfants Innu et Atikamekw. Fait que moi, je trouve que oui, ça existe une collaboration là-dedans. Parce que dans nos écoles, oui, ils font le système éducationnel québécois et tout,
Mais nous, on réussit aussi à impliquer les langues et les cultures dans leur cheminement. Fait que c'est ça que je trouve valorisant pour les personnes qui viennent en ville là et tout. Là. Donc, c'est faisable, ça se fait. Dans les communautés, il faudrait peut-être désigner une personne qui s'impliquerait, puis d'aller parler dans des commissions scolaires ou quelque chose de même pour apporter des points ou des changements importants, parce que c'est vraiment différent le système éducationnel en ville et dans les communautés. Ben, je trouve que c'est un beau mot de la fin. Ça se fait par du vrai monde, puis on peut y arriver. Donc, je trouve ça plus intéressant que ce soit quelqu'un qui le dise ici dans la salle que moi-même. Hein? Donc, évidemment que moi, j'y crois. Donc, merci pour ce partage, madame. Donc, j'aimerais vous féliciter, vous applaudir de votre participation, puis vous remercier qu'on ait échangé là-dessus.